Bonjour, bonjour à tous. On va laisser chacun se connecter. On a le plaisir de vous accueillir pour ce premier atelier sur le geste du geste d'or au siège du geste d'or. Et donc vous voyez que nous sommes entourés tel un café débat de très belles toiles. Pascal Payen-Appenzeller qui est le cœur du geste d'or nous accueille particulièrement en son sein pour ce premier débat et qui parle, dont l'objet est de parler du flux de la matière et des enjeux clés dans un monde dans un monde limité. Et c'est pour ça que nous avons souhaité parler en premier lieu pour le geste d'or qui, dans la continuité du forum de l'écoplanète que nous avions initié au Sénat, nous avons réuni 3 belles entreprises pour parler et ouvrir ce débat, que sont auprès de moi Thomas Vivier de ccn.io qui apporte une nouvelle réponse au traitement des flux de la matière internationaux, nos amis de Circle Chain, Jean-Yves et Philippe, qui travaillent, eux, à la sortie, une fois que cette matière est arrivée, a eu sa première vie, comment traiter une seconde vie et son évolution et en garder une traçabilité dans un cycle professionnel et cycle zéro qui apporte une solution qui a déjà démontré son efficacité dans le cadre d'une application qui permet une relation et un réemploi vis-à-vis des particuliers. Donc, l'objet est effectivement de débattre ensemble de comment améliorer ce flux de matière et éviter et favoriser le réemploi et la conservation de cette matière en maîtrisant son impact de CO2. Thomas, est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer ainsi quelle est l'innovation que vous apportez au travers de ccn.io? Oui, alors enchanté, Thomas Vigier, cofondateur de ccn.io. Donc comme l'a dit Laetitia, on va parler de flux de matière. Qui dit flux de matière dit réglementation. On a beaucoup de réglementations sur ces sujets-là qui peuvent être lourdes, compliquées à comprendre. Et nous, notre innovation avec le ccn.io, c'était de simplifier tout ça grâce à l'assistance d'IA propriétaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce type de réglementation, on les divise par 900 en termes de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire une procédure d'export pour une matière quelconque peut prendre jusqu'à 2h30 pour quelqu'un qui est aguerri. Nous, aujourd'hui, on arrive à le faire en 10 secondes. Donc, on arrive à faire ça. Et le but, c'est justement de simplifier l'export et tout en la sécurisant. Il y a aussi un point sécuritaire. Les matières deviennent de plus en plus rares et il faut pour ça être sûr de les conserver quand elles sont de plus en plus rares sur notre territoire. Parfait. Et une fois que cette matière est arrivée sur les sites, bon, on constate déjà qu'on perd sa trace, mais ça c'est un sujet. Et quand on doit la réemployer, c'est là où vous intervenez, je crois, Circle Chain. C'est ça. Je vous laisse vous présenter. Donc en fait, je suis Jean-Yves Orcel, donc cofondateur avec Philippe de cette start-up dédiée à l'économie circulaire et à la traçabilité des matériaux, des déchets et des produits de réemploi. Et donc moi qui suis un spécialiste des IoT, des systèmes de contrôle d'accès, des systèmes de vidéoprotection, des systèmes de lecture de plaques d'immatriculation. Il y a à peu près 4 ans, je me suis dit, dans cette économie circulaire qui est en train de se bâtir, parce que ces produits, ce cuivre, tous ces matériaux rares, eh bien, vont avoir une finitude, quelque part, on a besoin de le tracer d'une manière extrêmement correcte. Et c'est là où j'ai cherché donc, un partenaire blockchain pour pouvoir tracer très précisément ces matériaux pour l'économie circulaire. Et donc j'ai rencontré Philippe. Nous avons été incubés l'année dernière à l'incubateur de l'X, à l'école polytechnique. Cette année, nous sommes au PERCO de la région Île-de-France.
Et nous voyons que nous obtenons un certain nombre de commandes maintenant, une première commande sur une déchetterie publique, et donc ces sujets sont de plus en plus prégnants. Donc voilà, je laisse la parole à Philippe qui, lui, va plus expliquer ce qu'est notre sujet, qui est la blockchain de consortium. Ouais, bonjour à tous, oui, donc Philippe Augier. Donc moi, je représente la partie digitale de l'équipe, effectivement, avec Jean-Yves. Nous, en réponse à ce que vient de dire Laetitia, effectivement, on s'attaque à la non-continuité de la donnée dans l'économie circulaire. On s'est rendu compte qu'il y a une grosse problématique de transporter de la donnée pour améliorer la connaissance des produits qu'on doit retraiter et en final remettre sur le marché. Tout type de produits, que ce soit des produits électroniques, des produits de bâtiment ou des terres, par exemple. Et on a vu plusieurs problématiques qui bloquaient cette progression de l'économie circulaire. Pour nous, c'est un manque de connaissance des gisements, déjà, de trouver des produits pour ceux qui sont capables de les réemployer, de les réparer. Il y a beaucoup de pertes de temps et de difficultés à trouver ces gisements. Le second, c'est de bien caractériser ces produits qu'on va, par exemple, démonter ou déconstruire dans des bâtiments. Aujourd'hui, il n'y a pas d'information. Donc, si on déconstruit mieux, si on connaît mieux les produits, on va pouvoir mieux les trier. Et mieux trier, on va pouvoir mieux les recycler. Et donc, le produit, en final, qu'on va remettre sur le marché, s'il a été mieux traité et qu'en plus on connaît son histoire, eh ben on a une chance un jour de pouvoir l'assurer, démontrer sa correspondance à des normes techniques et mieux le réemployer. Donc c'est à ça qu'on s'est attaqué. Et pour répondre à ça, on n'a pas trouvé mieux que d'utiliser une blockchain, ce qu'on appelle une blockchain de consortium. Ça veut dire que c'est une plateforme collaborative. Tout le monde va être contributeur, tout le monde va être utilisateur aussi de la donnée. Et cette blockchain va s'assurer de la transmission contrôlée, vérifiée, non modifiable de l'information entre les différents acteurs. Et ça nous a semblé indispensable par rapport à un environnement dont la frontière est très large, c'est au niveau de la planète, que les acteurs sont extrêmement nombreux, sont variables en termes de profit. Il y a des petits artisans, puis il y a des très grosses entreprises. Donc comment faire pour faire communiquer tous les gens ensemble? Donc un peu plus tard, si on a le temps, je vous montrerai un petit peu les mécanismes de cette blockchain pour démystifier le produit. Mais en tout cas, voilà à quoi on s'attaque, et de cette traçabilité qui va servir autant à ceux qui vont récupérer le produit en final que ceux qui veulent savoir où sont allés leurs déchets. C'est passionnant, c'est passionnant. Mais on mettra en plus tous les liens vers vos sites et éventuellement vos présentations en lien avec la publication. Parce que bien sûr, on est sur un débat et on va échanger, mais chacun de vos projets sont tellement passionnants. Moi, je les ai regardés, et j'ai trouvé que vous trois, vous aviez vraiment innové de façon remarquable. Alors, dans cette semaine de l'IA, de l'intelligence française, oui, en France, on a des idées et on a même des gens qui l'expriment et qui développent des projets passionnants, pertinents et scalables. Ce qui est quand même très intéressant. Vous êtes effectivement, comme vous l'expliquez, sur du B2B. Donc, on est vraiment sur la chaîne de valeur par les professionnels. Un des constats que l'on peut faire dans le bâtiment, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui pour les réemplois, c'est la profondeur de marché sur la capacité à réemployer, le coût de ce réemploi, de cette remise aux normes, de cette requalification, même si nos amis du CSTB, les assureurs, les bureaux de contrôle travaillent à permettre de requalifier une fois que vous avez pris, par exemple, grâce à la traçabilité que vous en faites. Et ça, je pense que c'est un élément de réassurance qui est majeur pour eux, de requalifier un certain nombre, par exemple, lors du SICPA, il avait été pris l'exemple de portes coupe-feu, où sur un lot de portes coupe-feu, ils ont testé une ou deux parce qu'ils savaient comment elles avaient été utilisées, comment elles avaient été stockées, et donc à travers ça, requalifier tout le lot. Vous comprenez bien tout l'intérêt de votre projet, de pouvoir à chaque porte lui affecter cette réaffectation de l'eau, puisque c'est toute la problématique derrière d'assurantiel. Donc ça, je trouve que c'était une des questions qu'on s'était posées au SICPA et auxquelles vous allez répondre, vous permettre de répondre. Mais aujourd'hui, il y a quand même toute une partie de ces matériaux qu'on ne pourra pas retraiter
mais qui on pourrait avoir un usage. Et là, c'est là où Cycle Zéro, vous avez trouvé une réponse à une application qui a démontré aujourd'hui, avec plus de 300 000, je crois, téléchargements à date et plus de 65 chantiers traités. C'est ça. Une capacité à offrir une nouvelle solution vis-à-vis et qui adresse les particuliers. Exactement. Alors, peut-être pour imager un petit peu ces propos, je vais faire une présentation et un pitch rapide, juste pour, je me permets, comme ça, Surtout que on va juste se rendre compte de... petite équipe architecte. Là, on était sur les ingés, donc les ingénieurs, ils expliquent beaucoup plus qu'ils ne montrent, même si vous avez aussi, c'est un forme applicatif. Nous pouvons montrer des voilà. choses. Il y a des vidéos sur notre site internet. Voilà. Il y a des choses à voir. C'est ce qu'on mettra en lien. Alors, bon, on en discutait rapidement Oui. du secteur du BTP. Oui. La première chose à savoir, c'est que c'est le premier secteur générateur de déchets en France. C'est 69% des déchets qui en proviennent. À titre de comparaison, c'est 5 fois plus que les déchets ménagers, ou c'est encore la production globale de déchets de l'Espagne, de l'Irlande et du Portugal réunis. Bon, c'est assez énorme. Et c'est à partir de là, en fait, que on a décidé, avec l'équipe, de travailler sur une solution qui permettrait d'avoir une écologie positive, attrayante et gratifiante, et surtout de pouvoir permettre à chaque professionnel et citoyen de pratiquer un écogeste. Alors si Cycle Zéro a pu voir le jour, c'est grâce à la rencontre entre donc, l'économie circulaire et l'architecture, donc avec Karima Lepsir qui est cofondatrice, qui est donc architecte et spécialisée en direction de chantier de grande envergure. Moi-même, je suis architecte. Ma particularité, c'est que j'ai grandi dans le milieu du BTP parce que mon père est artisan. Et la tech, avec Jules Loubarel, celui qui est designer UX, UI, et du coup, qui a permis de réaliser l'application. Bon. De quoi est parti ce constat? On parlait donc des déchets et on parlait des matériaux. Et en effet, il y en a beaucoup sur les chantiers qui sont jetés encore en benne. Et ça va être des tuiles, de l'isolation qui va être incinérée, ou encore des cuisines équipées d'à peine 1 an ou 2 ans qu'on met à la benne pour un simple changement d'affectation. En fait, ce qui est dommageable là-dedans, ce qui nous rendait, qui nous choquait, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de les réutiliser. Pour plein de raisons, on en a parlé par rapport à ces questions de normes qui peuvent exister en fait sur les chantiers professionnels. Vous savez, en tant qu'architecte, mais on a quand même été à la recherche en fait des différentes expériences qu'ils pouvaient avoir. Et c'est un constat qu'on a pu voir, c'est que le réemploi était limité à cause de ces normes qui existaient. Mais une solution existait, c'est les particuliers. Et c'est là, du coup, nous est venue l'idée d'aller du coup sur le secteur B2C et donc d'adresser ces matériaux qui pourraient prolonger la durée de vie de cette matière à travers une nouvelle utilisation. Donc c'est là qu'est né Cycle Zéro. Et Cycle Zéro, c'est quoi? C'est la première application qui permet de récupérer gratuitement des matériaux de chantier. Je vous explique rapidement le principe. Si je prends un exemple, on a 100 fenêtres sur un chantier, on les dépose sur l'application sous forme d'annonces et ces annonces sont envoyées aux particuliers situés à proximité pour qu'ils puissent les réserver et venir les récupérer directement sur le chantier. Parce qu'au-delà de la matière, et je pense qu'on va en discuter, c'est toute cette économie carbone autour du traitement et de l'acheminement de cette matière qui est important. Et c'est pour ça que pour nous, ce qui était important aussi, c'est cette vision locale, pour éviter les déplacements et tout traiter en flux tendu. Donc voilà une image de l'application. C'est une solution qui est gagnante pour tout le monde, parce que c'est gagnant pour la planète, bien sûr, c'est gagnant pour les citoyens, parce que par rapport à notre mesure d'impact, c'est plus 12% de pouvoir d'achat en moyenne. Et en ce moment, avec l'inflation, la montée des prix des matériaux, c'est important. Et c'est aussi moins 30% d'empreinte carbone globale sur un chantier moyen. Donc je prends un exemple concret, en termes économiques, voilà à quoi ça correspond. Je ne vais pas trop m'étaler, mais l'idée c'est quoi? C'est de proposer une solution qui est 2 fois moins chère que la déchetterie. Donc, en haut, vous voyez donc, le traitement classique de matériaux qui peuvent être faits en déchetterie. Donc ça coûterait, sur 10 tonnes de matériaux, ça coûterait 1 500 € et c'est 10 tonnes de CO2 émis. Et avec Cycle Zéro, c'est 750 € et surtout 0 tonnes de CO2 émis. Voilà les chiffres. Donc c'est aussi des économies pour les entreprises et surtout sans problématique de stockage ou de gestion de projet parce qu'on s'occupe de tout. On a une personne sur site qui s'occupe directement de gérer donc, le stockage, la mise en ligne des matériaux et aussi la gestion des réservations et autres. Voilà à quoi ça peut ressembler sur un chantier type. À gauche, les zones de stockage, les matériaux employés, ici de la fenêtre PVC,
la sécurité et les enlèvements faits par les particuliers. Voilà. Il y a tout de suite, et je vais l'apprendre parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question, quel est votre modèle économique? Et je me dis, si c'est gratuit, quel est le modèle économique? Alors, voilà, on va pouvoir... Je vais arrêter le partage et je vais répondre à la question. Alors, le modèle économique, il est simple, c'est qu'en fait, sur la déchetterie, il y a un coût pour l'entreprise pour pouvoir le mettre en benne. Alors, c'est vrai que dans le cadre de la REP, c'est un peu, ça se transforme un peu. Nous, l'idée et l'objectif, donc on s'adapte à cette REP parce qu'on est partenaire avec les éco-organismes, dont on va le battre. Et nous, on s'adapte, donc on s'intègre dans cette REP et on propose toujours un tarif qui est 2 fois moins cher que la déchetterie. C'est l'objectif. À chaque fois, là par exemple, sur une tarification classique, si une benne coûte 50 € la tonne pour l'entreprise, nous, ça sera 25 € la tonne. Et donc, c'est comme ça qu'on peut c'est comme ça c'est notre modèle économique. Voilà, sur la rentabilité liée à l'économie de la benne. Et sans dévoiler, comme je connais votre business plan, je confirme que économiquement, ils arrivent à dégager et à performer. Donc, c'est pas parce qu'on... et les 3 entreprises qu'on a ici, c'est pas parce qu'elles disruptent, mais elles disruptent de façon, je dirais, à la française. C'est-à-dire que discrètement, on n'ose pas le dire, mais c'est quand même économiquement rentable. C'est pas parce qu'on a une approche différente qu'il n'y a pas de rentabilité au bout. Et c'est pas parce qu'on va poser ces problèmes-là, et je pense que c'est intéressant aussi de dire qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui ressortent, parce que adressés par de la rentabilité comme le CCN.io, par une approche effectivement collaborative, mais qui va aussi recréer de la valeur, et c'est en arrêtant de détruire la valeur des matériaux qu'on recrée. Parce que ne pas détruire, c'est créer de la valeur. Et c'est sur cette valeur-là que vous captez une part de la valeur qui est liée à l'innovation que vous apportez. Tout à fait, on a 2 objectifs. Hein. C'est un objectif environnemental, réduire les déchets, mais c'est aussi important qu'il y ait un équilibre économique derrière. Et donc, en transformant le déchet en une matière première, on force le système quelque part à rechercher un optimum économique qui, en le faisant bien, va aussi améliorer l'empreinte environnementale. Donc on veut essayer d'atteindre les 2. Et nous, dans nos outils, on apporte des outils sur les chantiers, par exemple, qui vont apporter du bénéfice immédiat au chantier pour faire un diagnostic complet, pour pouvoir poster automatiquement les déclarations de ces déchets, les mettre sur les différentes plateformes d'information des produits disponibles, et ensuite transférer de la donnée qui va permettre de favoriser toute la chaîne économique qui est derrière, jusqu'au revendeur. Et c'est par cet attrait économique qu'on est en train de créer un mouvement pour dire on peut, avec une seule pierre, atteindre 2 objectifs. Gagner de l'argent et en plus améliorer le bilan environnemental des chantiers. Et aujourd'hui, comme vous adressez chacun d'une certaine façon un flux de matière et vous inscrivez dans ces nouvelles réflexions, ces prises en charge par les constructeurs, leurs obligations de traiter leurs déchets et d'arrêter pollueurs. C'est un peu comme les pollueurs qui doivent prendre en charge la pollution. Toi, Thomas, c'est effectivement sur les flux internationaux que tu apportes de la valeur ajoutée, mais effectivement, cette perte de matière, on sent bien qu'on a envie de conserver un lien et donc de pouvoir savoir d'où provient cette matière. Et je dirais que dans les réflexions de CSRD aujourd'hui, avec les doubles matérialités, où on demande de savoir quel est son impact aval et amont, c'est intéressant. Quels sont les blocages que vous ressentez au-delà est-ce que c'est des problèmes d'acculturation? Est-ce que c'est au-delà des problèmes de levée de fonds potentiels? Quand on a une nouvelle idée comme celle de travailler la circularité, alors qu'on est quasiment à 1% pratiquement, et que chacun d'entre nous savons que nous pouvons pousser aller vers 5%, c'est l'objectif gouvernemental, on peut arriver à plus. Il faut que sur les chantiers, les promoteurs immobiliers, les acteurs du monde des chantiers disent on a besoin d'un outil performant qui assure la traçabilité, un outil qui soit complètement indépendant par rapport à tous les grands acteurs du monde des chantiers
Et c'est l'avantage de notre blockchain de consortium. Nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir aller manipuler la donnée. Une fois qu'elle est gravée dans cette blockchain, eh bien, c'est pour toujours. Oui, ça c'est... Je pense que la souveraineté reste un point clé dans tout ce qu'on fait, c'est être souverain de ce qu'on a dans les mains. Et de se dire, bon bah voilà, on est capable de l'identifier très vite. C'est une point, c'est pour ça qu'on l'a développé. Hein, c'est de dire, aujourd'hui, on a l'économie circulaire, elle existe déjà, elle est déjà faite à petite échelle, mais souvent quand on passe à grosse échelle, c'est mince, réglementairement, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit, je sais pas. Et là, tout de suite, ça devient un sac de nœuds, en France notamment, mais pas qu'en France, partout dans le monde, sur tout type de produits. Et c'est là où, quand on arrive à rester souverain et rapide, on fait la différence. Et là, nos business économiques, c'était la question, là, on va plus vite, plus loin, et surtout, on est... Alors, il y a souvent l'amalgame de l'Amérique crée, la Chine copie, l'Europe réglemente, c'est vrai, mais en fait, il n'y a pas que l'Europe qui réglemente, tout le monde réglemente, et on voit en ce moment avec les actualités géopolitiques. Par contre, si nous, on le fait bien et vite, on va gagner. Oui, parce que toi, tu adresses en plus une problématique qui sont les certificats ECCN pour les flux de matière imposés par les Américains, même si, et les réglementations, certes, il y a la réglementation européenne, mais en matière de flux de matière, la réglementation américaine n'a rien à nous envier, elle est encore pire. Oui, elle est encore plus poussée que ce que nous on fait. Elle est pire, donc parfois on a l'impression que les Européens sont réglementés, mais les Américains le sont aussi. Mais donc, au-delà donc, de cette gestion, est-ce que vous pensez que l'acculturation, elles doivent être portées, vous sentez des blocages au niveau des entreprises, au niveau d'une compréhension, parce que je vois là, j'ai beaucoup de questions sur les modèles économiques, les garanties qui sont données, quand on donne à des particuliers, est-ce que ces garanties, c'est une des questions qui est posée, mais je pense qu'on n'a pas pris conscience aujourd'hui qu'on doit changer de modèle industriel pour l'économie circulaire. On la voit trop aujourd'hui comme une activité un peu artisanale, et il faut commencer par là. Il faut penser à comment on va automatiser, industrialiser cette démarche pour vraiment couvrir des volumes beaucoup plus larges. Donc il y a une mentalité à comprendre et à changer parce que le monde de l'économie circulaire ne fonctionne pas comme l'économie traditionnelle. On n'a pas un flux qui est toujours le même fournisseur pour le même client, etc. Donc on a des flux qui vont être extrêmement croisés et il faudra accepter le fait que pour que ça fonctionne et que chaque acteur ne soit pas obligé de refaire le travail, d'analyser son produit et puis d'essayer de confirmer que son produit est bon, il faut collaborer. Si on a 20 fois la même donnée mais qu'on ne sait pas laquelle est la bonne, eh ben, le modèle ne fonctionnera pas. Donc le but, c'est d'avoir une même donnée qui va être partagée entre plusieurs acteurs et confirmée par les différents acteurs entre eux. Et c'est là qu'on va pouvoir créer une dynamique où il y a un modèle économique pertinent, équilibré, qui va permettre de drainer et d'accélérer ce mouvement dans l'économie circulaire, le réemploi, le recyclage. Donc il y a un changement de mentalité et un changement d'approche aussi à mettre en place. Et derrière, ne pas considérer le déchet comme un déchet, mais vraiment comme une matière première qu'on doit qualifier. Et là, c'est tout l'enjeu industriel de contrôle qualité et de dire je contrôle exactement, même si le flux peut être différent pièce par pièce ou matériau par matériau, je sais par où il est passé, je sais ce qu'il était à l'entrée, je sais ce qu'il était à la sortie, je sais qui l'a transformé, et donc en final, le produit que je remets sur le marché, eh ben moi je suis assureur, je suis capable de dire oui, il est employable pour tel bâtiment, ou non, il ne le sera pas, et ça sera plutôt vers les particuliers. Si on n'arrive pas à cette finesse d'analyse, eh bien on ne va pas y arriver, on va patiner. Donc il y a l'obstacle aujourd'hui, c'est d'accepter de dire je ne suis pas seul au monde, et je vais devoir travailler avec des petits, avec des grands, avec mes concurrents, pour que tout le monde en profite en finale. C'est un win-win, mais il faut le démontrer dans la pratique. Il faut aussi sans doute que les acteurs publics prennent conscience de leur intérêt et de leur place dans cet aspect de l'économie circulaire. Ils doivent absolument, dans leur marché aussi, commencer à poser des situations extrêmement claires en disant nous voulons tracer nos matières et les tracer beaucoup mieux qu'elles le sont actuellement.
On ne peut pas laisser tel ou tel acteur qui serait de monde inconnu traiter de ces sujets d'économie circulaire. Donc, la mesure permet de progresser. Nous croyons beaucoup aux métriques et la blockchain de Consortium, qui est en fait une solution européenne, française, eh bien, ces acteurs publics doivent s'en emparer dans un premier temps. Ça va être eux qui vont nous montrer la voie sans doute. Et puis derrière, sur les chantiers, on voit déjà qu'un certain nombre de promoteurs immobiliers, on voit déjà qu'un certain nombre de faiseurs qui ont des pratiques vertueuses vont aller dans notre sens et peuvent ouvrir leurs livres et être complètement transparents sur leurs pratiques. Mais la question du besoin, la question, sur toute la donnée et la traçabilité de la matière, c'est évident, c'est hyper important et c'est pas fait. Et je pense que cette donnée-là, elle va nous permettre, et ces métriques-là, elles vont nous permettre d'être beaucoup plus efficients par rapport à cette matière. Après, avec toute la complexité que ça peut avoir sur certains matériaux, pour savoir comment ça, enfin la durée de vie que ça a eu, comment ça a vécu par rapport à tel type. Je prends l'exemple d'une brique par exemple, qui est un matériau inerte. Si elle a été exposée en nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en haut de la pile, en bas de la pile, comment elle a été démontée, quel usage a eu à l'intérieur, et du coup comment on peut la réutiliser. C'est une complexité sans nom, mais ça peut être fait en trouvant des alternatives via des ATEX et autres. Et je pense que oui, le CSTB, c'est intéressant ce qu'ils peuvent travailler là-dessus. Mais par contre, sur la question du besoin, parce que la matière, ça reste de la matière, mais la vraie question sur la donnée, celle qu'on devrait aller rechercher avant tout, et d'ailleurs, c'est les pouvoirs publics devraient le faire par rapport à ça. Quel est notre besoin aujourd'hui en matière par rapport au bâtiment, quel est notre besoin réel? Parce qu'on peut travailler sur l'ensemble des matières, mais l'idée, c'est de mettre l'effort là où il faut aussi. Absolument. Peut-être qu'il faudrait arriver à cadrer cet effort sur des matières où on a un réel intérêt et un réel impact. Par exemple, on parlait d'indépendance énergétique, indépendance en matière. Il y a peut-être des secteurs sur lesquels, en Europe, on a plus de besoins que dans d'autres régions du monde. Et là, c'est le domaine de la construction. Et je pense aussi, là, pour le coup, moi, j'ai aussi architecte, chez les praticiens. Qu'est-ce qu'ils nous proposent aussi par rapport à ça? Ils doivent être alertés par rapport à ça. Et bien sûr que les métriques et les data nous permettent d'aller et d'accélérer sur ces questions. Mais... Si je prends un exemple, alors moi je suis une ancienne façadière, donc forcément je vais prendre la façade, mais c'est aussi parce que c'est des matériaux qui sont réemployables et qui aujourd'hui on travaille, il y a des secteurs et des entreprises qui travaillent vraiment à fond. Si je prends CCN.io, je dois par exemple, je vais chercher des projets, on allait chercher l'alu en Inde, ou vers Jakarta, on allait récupérer nos filières. Donc ça part de l'Inde, ça arrive en France. Et je peux vous dire, par exemple, il y a un paquet de tours à la Défense, dont au moins 4 que j'ai fait, où je sais très bien où est-ce que j'ai acheté mes filières. Aluminium, on les transformait effectivement en France. Aujourd'hui, cet alu, on ne sait plus d'où il vient. On sait le requalifier parce qu'on sait... le redécomposer parce que c'est de l'alu et que c'est une matière simple quelque part on sait l'analyser avec un spectrographe mais en le découpant mais si moi dans une vision idéale, moi j'aimerais avoir la traçabilité qu'apporte la solution de CCN.io où je sais d'où il est parti, comment ma façade elle a été faite, mon assemblage parce que j'ai des barrettes, les produits arrivent, ils sont traités thermiquement, ils ont un certain nombre d'éléments, ils sont décomposés et je le sais parce que vous, dans vos certificats, ce que vous émettez et comment vous le décomposez, il y a toute la décomposition. L'argumentaire, c'est limite la partie la plus importante. La plus importante et qui nécessitait avant énormément de temps. Donc les gens le faisaient plus ou moins bien et là ça simplifie. Donc ça permet d'avoir cette traçabilité. Si je pourrais du coup l'avoir mis en place, avoir son petit certificat avec une petite blockchain consortium, parce que si c'était rattaché avec ces certificats, au moins je pourrais le récupérer. Et cette donnée-là, bon ça c'est ma vision idéale, hein, mais si j'ai pas de vidéo, on va pas... Et parce qu'aujourd'hui, ça c'est pas fait. Le BIM, on n'a pas les quantités de matière aujourd'hui, c'est pour avoir des plans. Mais ça ne me donne pas les quantités que je peux réemployer. Or, dès le départ, on devrait pouvoir le savoir dès la conception. Ça, c'est quelque chose qui ne sort pas non plus.
que les pouvoirs publics pourraient imposer au même titre qu'elles imposent une sortie d'informations vis-à-vis du CSTB sur les matières retraitées quand on démolit. On devrait pouvoir avoir ce type d'informations et ça vous aiderait peut-être ça vous aiderait peut-être au travers, vous, de votre solution, de créer ce lien. Parce que la blockchain, c'est ça, c'est rattaché à chaque matière aussi. Il y a des gens qui sont relativement peu informés et qui continuent à nous parler de la blockchain en ayant à l'idée les crypto-monnaies. Oui, non, donc, il pas... faut savoir que notre blockchain de consortium fonctionne très bien avec 5 à 7 serveurs, c'est très peu énergivore. Et ça, il faut absolument que les acteurs publics, que les acteurs du monde du chantier, que les industriels comprennent que finalement, avec très peu d'énergie, on arrive à faire fonctionner cette blockchain de consortium. Je ne voudrais pas trop parler technique parce qu'effectivement, en clair, nous on fait un passeport numérique, on recrée un passeport numérique pour chaque lot de produits, chaque matériau, et on va le faire suivre de bout en bout. Mais je rejoins la remarque de Céline qui est très pertinente, c'est pourquoi faire. Et je pense qu'aujourd'hui, je vois des gens qui investissent beaucoup dans des processus de retraitement de tuiles, de matériaux qui sont de plus en plus performants et qui ont du mal à trouver des gisements. D'autre part, je vois des architectes, des gens absolument géniaux qui disent « moi, je peux refaire du bâtiment avec des techniques un peu nouvelles, un peu innovantes ». Et par contre, pareil, je ne sais pas où trouver ces genres de produits. Donc, nous, on a rajouté aussi la fonctionnalité dans nos outils d'avoir un flux qui se pousse et qui tire. Dire « moi, je suis architecte et j'aimerais bien trouver des produits de tel type. Moi, je suis capable de produire ce type de produit, mais il me faudrait que je trouve des déchets ou des matériaux qui me permettent de le faire. » Et on va remonter la pente. Et c'est cette aspiration aussi qui va informer des gens qui sont sur les chantiers, qui ne peuvent pas tout savoir, qui ne voient pas à quelle vitesse les gens innovent, pour dire attention, là les briques que vous êtes en train de démonter, il y a un besoin. Il y a des gens qui ont mis des alertes en disant qu'ils sont intéressés par ça. Et on va voir effectivement les volumes. C'est-à-dire finalement ça, personne n'en veut. Par contre ça, il y a des moyens aujourd'hui d'en faire quelque chose. Donc c'est aussi de l'information, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est de rapprocher ces points de vue pour qu'il y ait un flux tiré, poussé, et que tout ça mette en route la roue. Oui, mais c'est là où l'approche un peu globale ou participative au travers de la blockchain, et comme on dit, vous créez des passeports, et ce que CCN.io produit, toi, c'est plutôt l'identité et l'identification de la matière avec ses caractéristiques. Et c'est là où je trouvais qu'il y avait vraiment une vraie complémentarité, moi, qui m'est apparue et qui m'a donné l'idée de ce premier débat sur le flux, parce qu'on voit bien qu'avec, eux, ils sont sur des IA propriétaires, et qui sont pas non plus très peu énergivores. Et c'est effectivement c'est dans l'actualité du jour, mais lui me disait non mais moi j'ai mes petites IA, c'est tac quelques serveurs. Vous pareil. Je dis mais attends, avec 10 serveurs j'ai mon certificat, une blockchain qui peut absorber un paquet d'infos, et si tout ça à un moment est derrière, s'il n'y a pas de cycle direct, ou si on s'aperçoit qu'effectivement il n'y a pas de besoin, ou c'est le coût global est trop important pour que ça reparte sur une chaîne professionnelle, on a une capacité de le proposer à des particuliers qui, eux, vont avoir une approche qui leur permet quand même d'upgrader leur habitat, d'améliorer leur habitat en préservant leur pouvoir d'achat, et en investissant dans l'économie de l'humain, voilà, et du coup local. Et on était effectivement, et ça, j'ai l'impression que juridiquement, il n'y a pas de frein, ou j'en ai pas identifié. Et c'était une de mes questions, c'est-à-dire quand je vous posais la question, est-ce qu'il y a des freins législatifs pour ça? Je vois des freins assurantiels dans le B2B. Ça, c'est un des gros sujets où je sais que... Mais ce qui me paraissait intéressant, c'est qu'éventuellement, effectivement, l'identification permettait de lever entre l'identification et le passeport. Je me disais, on va peut-être arriver à minimiser l'analyse de risque prise par les assureurs. Parce que les assureurs, un assureur, il n'aime pas le risque. Donc, il aime savoir. Il faut qu'ils répartissent ces risques, voilà. Évidemment. C'est ça l'enjeu pour l'assureur. Et on voit, en tout état de cause, que les assureurs commencent à s'intéresser à ce sujet.
parce qu'ils font partie de la société, comme nous tous, et ces gens-là se disent, il y a sans doute un marché à prendre sur cet aspect économie circulaire, et qu'il faut traiter. Donc voilà, on commence à discuter avec les assureurs également. Après, je pense qu'il faut aussi voir les choses, parce que le monde, on parle beaucoup de tech, mais le monde du BTP, c'est quand même un monde qui est à la base pas très tech, quand même. C'est pour ça que ton appli, au moins, les gens comprennent. C'est déjà simple. Non, mais c'est un monde où l'humain est important, ce qui est rare et ce qui est très intéressant. Et parce que du coup, c'est aussi, l'humain, c'est l'imprévu. On ne peut pas forcément prévoir. C'est hyper intéressant d'avoir l'ensemble des données. Mais d'ailleurs, pour quel usage? Parce qu'au-delà du professionnel, c'est quel type de professionnel? On parle d'assurance. Si on est sur des ERP première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième catégorie, on n'est pas dans la même chose. Si on est sur un groupe scolaire et on va dire un musée, c'est pas du tout la même chose. Le réemploi, oui, se limite. Et du coup, cette catégorie et cette identification, c'est pour ça que je parlais du besoin, dans la matière, c'est aussi comment facilement elle peut être qualifiée. Parce que quand on fait une fiche d'identité de matériaux, où c'est qu'elle va aller. Et pareil dans les diagnostics, si on veut le voir en amont, comment en fait on a cette donnée et comment on l'intègre sur les différents cas. Et nous, par exemple, sur le particulier, c'est l'inverse. On a une ouverture complète sur l'emploi. On peut faire plus ou moins, l'architecte est plus libre par rapport à, et l'ingénieur aussi, par rapport aux questions de normes. Non, mais c'est vrai, il est plus libre et l'assurance, c'est l'assurance du coup directement du particulier. On peut se permettre plus de liberté. Et là, du coup, on n'a pas du tout la même pratique de l'emploi. Là, on peut aller beaucoup plus loin sur la brique. Là, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, toujours, à chaque fois, par rapport à toutes ces matières, la rattacher à la main de la personne qui va la poser et à la personne qui le dessine. Et là, on a déjà donné des chemins complètement différents je pense que c'est des milliers et des milliers de possibilités sur chaque projet, chaque personne et chaque proposition de matière et de transformation de matière. Ce qu'on voit dans la difficulté aujourd'hui, c'est myriade de possibilités. Il faut savoir faire du sur-mesure, mais de manière la plus automatisée possible. Donc c'est vrai que les passeports numériques qu'on a développés pour l'économie circulaire sont très différents de ceux qu'on imagine pour l'économie première, je dirais, parce qu'ils vont être capables d'être séparés, d'être regroupés, et on va devoir faire du sur-mesure pour dire, tiens, il y a telle partie du lot qui peut aller à gauche et toute telle partie qui va aller à droite. Oui, c'est ce que j'avais compris dans la pertinence, c'est que même si on requalifie un lot, si après on pouvait le redécouper. Et ça, c'est la blockchain qui peut faire ça. Et qui peut faire de consortium, parce qu'elle est... ce lien entre les différentes données et toute la chaîne centrale de l'information, elle est dans la blockchain. Elle n'est pas ailleurs avec des rapports, etc. Elle est simple d'accès, elle est directement accessible. Après, l'information technique va être dans d'autres containers, mais on va quand même mettre le principal dans cette blockchain. Ouais, parce qu'il faut aussi trouver de la vitesse. Aujourd'hui, un des freins, c'est de dire, je déconstruis, je vais stocker, parfois 1 an, 2 ans, pour pouvoir réutiliser sur mon chantier. Mais le but, c'est de pouvoir réduire ces cycles. Oui, on a vu qu'il y a certains des acteurs où c'est la difficulté. C'est effectivement cette mise en regard. On sait que ils doivent stocker, mais s'ils commencent à stocker le coût de transport de je le dépose, je le stocke, le coût de stockage, je vais le rechercher, fait que... et j'ai beaucoup d'amis promoteurs qui m'ont dit, oui, nous, on a poussé les curseurs, mais la réalité, c'est que ça nous coûte plus cher que du matériau neuf. Mais par contre, ces matériaux peuvent avoir une seconde vie ailleurs. En flux tendu, sans possibilité. Et là, il n'y a pas de perte de... Parce que aussi, il faut se dire qu'il y a cette possibilité aussi d'aller sur du neuf. On peut se dire aussi qu'il y a des matériaux où on peut être complètement neuf. Mais c'est une des questions et d'analyse que je trouvais intéressante. Il faut être très ouvert à ça. Il n'y a pas une seule réponse. Un produit, il va demander une analyse technique des humains qui vont dire, OK, je vais vers du neuf, je vais vers du particulier. Il faut trouver cette vitesse d'exécution pour qu'on vide les tuyaux. Mais il faut vraiment être très ouvert. Il y aura 1000 solutions potentielles. Et c'est pour ça qu'il faut aider les différents acteurs, parce que tout le monde n'a pas la visibilité de tout ce qui est possible. Et c'est bien l'enchaînement des différentes couches, de ceux qui déconstruisent, de ceux qui peuvent orienter, de ceux qui peuvent traiter, revendre, etc., réutiliser, qui doivent fonctionner ensemble pour changer le mode de fonctionnement. Ouais, c'est là où je trouvais que moi, ton action m'avait beaucoup intéressé sur les certificats. Parce que, comme avant, ils mettaient 3 heures à faire un truc, si tu le fais en 10 secondes, ça permet de libérer du temps
de certifier, parce que quand j'ai vu les certificats où on avait exactement de quoi était composé le lot, combien il y avait, et on pouvait... Ce qui est intéressant, c'est que cette matière-là, ça donne de la data facilement accessible, et qui du coup permet d'être traitée. Et c'est toute la pertinence, même si je ne dis pas qu'il faut des hommes pour après visser la prise électrique que je déteste. C'est un truc. Non, mais je suis pas prison du BTP, mais c'est là où je trouve qu'on vit une accélération potentielle. Et cette accélération, et vous disiez, la vision qu'on peut avoir, il va y avoir une vision pour la France parce que la technologie en France, on va plutôt utiliser ça, ou on va plutôt, et ça sera peut-être pas la même en Allemagne ou en Suède parce que les bases de matériaux et les usages et les besoins sont pas les mêmes, et qu'il y a une vision où peut-être on est à l'échelle, on essaie de travailler à l'échelle locale, mais à différentes échelles de rayons d'impact, ça peut avoir. Et là, on parle Europe, c'est comment pousser cette analyse-là. Qu'est-ce que vous verriez donc on parlait tout à l'heure du gouvernement qui pouvait initier. On peut faire une note à Madame Agnès Pannier-Runacher, je suis sûre qu'elle sera, et je lui enverrai la vidéo, je suis sûre qu'elle sera intéressée. On voit que déjà des gens qui nous accompagnent, comme Business France, etc., ont cette volonté de dire, voilà, ils sont sur l'économie circulaire, par conséquent, on va les orienter vers des projets sur le nord de l'Europe. Ce sont des choses qui se font, hein, très clairement. Donc on va dire, toute la machine gouvernementale est déjà très au fait de ce que nous pourrions pousser. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il faut passer à l'action. Donc c'est ça, il faut bien sûr, notre enjeu à nous, c'est communiquer pour dire déjà dans un premier temps, ça existe. Donc, c'est un peu comme j'ai aujourd'hui. Hein. Maintenant, c'est prêt. Donc allez-y, testez-le si vous le voulez. Nous sommes avec nos équipes complètement prêts à le proposer sur des chantiers partout en France et en Europe. Je sais que toi, Céline, tu as eu l'appui d'un certain nombre de... Toi, tu as vraiment axé au démarrage votre approche, et votre accroche, elle a été via les patrons de chantier directement, et ça, et vous avez fait quand même 65 chantiers aujourd'hui, et le résultat, si tu me permets de le donner, c'est quand même que le taux d'impact de réemploi, c'est pas 5%, c'est 20% qu'ils ont fait. Donc on voit bien que c'est très rapidement accessible, et quand bien même il y a une profondeur de marché, on a fait 20%, pour faire 100%, on a encore de la marge, les gars, on peut y aller. Hein. Même les professionnels peuvent encore recycler, il y aura du boulot. Non, c'est sûr, il y aura toujours du recyclage, on le sait, même si le but c'est de maximiser le remploi. Voilà. Mais c'est vrai que toi, comme tu es passé directement par les chantiers, et vis-à-vis des particuliers, c'est aussi un acte sociétal aussi intéressant. Hein, mais c'est parce qu'on part toujours de l'expérience pour proposer des solutions. Et là, on parlait de mise en action. Et moi, par contre, là, s'il y a quelque chose à dire au ministère de la Transition écologique, oui, il y a quelque chose à dire, je pense. Parce que c'est venu d'où ? Le constat, il est simple. Il y avait plein de gens qui voulaient faire, ils avaient vraiment des bonnes intentions dans le réemploi. Ils voulaient vraiment faire les choses au mieux. Et je ne vais pas les incriminer là-dessus parce que je pense que s'ils sont investis dans cette cause, c'est qu'ils avaient envie de faire du réemploi. Mais la problématique, c'est qu'il n'y avait pas de voie de sortie. Il n'y avait pas de solution pour faire du réemploi sur les chantiers. Là, d'arriver à collecter cette data, je suis d'accord, ça permettra réellement d'optimiser le système. Et plus on a de data, plus on l'optimisera et plus on poussera pour faire du réemploi in situ pour le B2B. Mais il y a des 46 millions de tonnes. 46 millions de tonnes, le premier secteur générateur de déchets en France. Il y a de la marge aussi sur les autres volets. Et la problématique, sur le PMCB, donc la catégorie 1 et la catégorie 2, donc l'ensemble des déchets du BTP, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il y a une troisième catégorie qui rentre dans le BTP, c'est le mobilier par exemple. Et même sur d'autres filières REP, où en fait, il n'y a que des filières ESS. Alors peut-être que je parle de quelque chose qui va être... Parce que là, c'est autre chose, c'est un peu plus politique et économique. Mais on est là pour évoquer à peu près les champs d'action qu'on pourrait avoir. Mais, par exemple, pour rentrer dans le cadre des éco-organismes, aujourd'hui, ce qui se passe pour les éco-organismes, c'est qu'il y a un soutien pour les gens qui font du traitement
par rapport au réemploi, par rapport au recyclage et par rapport aux déchetteries même. C'est les éco-organismes qui le prennent en charge actuellement dans le cadre de la REP, BTP. Et bien sur le DEA, donc le mobilier, pour le coup, il n'y a que des structures d'ESS dans le cadre du réemploi qui peuvent bénéficier des financements de ces éco-organismes. Et ça limite beaucoup le champ d'action pour avoir une profondeur de marché, pour pouvoir trouver des filières. Parce qu'en réalité, du coup, là, on se retrouve avec peu de structures qui vont être capables de gérer mais des tonnes et des tonnes de déchets. Et ça, c'est problématique. Et parce qu'il faut, si on veut aussi avoir un impact fort et voire plus large, et du coup, il faut trouver, on parlait de modèle économique, il faut trouver des modèles économiques rentables et qui puissent aller plus loin. Il faut que je te présente quelqu'un, parce qu'il y a une très très belle, alors ce qui est plus tout à fait une start-up, mais qui est à Saint-Nazaire, et qui a tout un modèle qui s'appelle Move and Rent, D'accord, ok. et qui réemploie, adapte, réemploie, et qui a développé tout un circuit pour travailler, et ils ont même développé pour Ikea. Ok. C'est eux qui les ont aidés à réfléchir. Et ils ont commencé à le démontrer, pas en France, pardon, mais en Amsterdam, du côté d'Amsterdam, en Hollande. Merci les Pays-Bas. Dans les Pays-Bas, ils ont commencé à implanter comme ça pour le réemploi des produits Ikea. Et ils ont tout développé ça, et c'est pour ça que maintenant Ikea propose tout le service, tu n'as plus d'usage, tu le ramènes, et ils les retapent, ils les remachinent, et il y a un début, mais il est là-dessus depuis 5 ou 6 ans, c'est le début d'une filière assez intéressante, mais qui doit et qui ouvre des perspectives, y compris pour vous messieurs, parce que ça va être un deuxième cliquet pour le réemploi, ce sera une petite ligne complémentaire. Bon, c'est clair que les Pays-Bas sont très en amont sur ces sujets, parce que très rapidement ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus enfouir, à cause du réchauffement climatique et la montée des eaux, ils ne pouvaient plus enfouir leurs déchets. Oui. Donc par conséquent, ils ont été très très actifs sur savoir quoi faire pour réemployer et accélérer l'économie circulaire. Oui, on a des questions, mais c'est Fabrice Santamaria qui s'interrogeait sur où sont stockés les matériaux après démontage et récupération. Ça dépend un petit peu de chaque filière et des modèles. Qui parlait effectivement de la REP et des éco-organismes. Aujourd'hui, l'évolution de vos structures à l'international, on en a parlé, pour moi, vos trois, alors toi c'est clair, tu es quand même très ancré international puisque tu gères des flux internationaux. Mais pas que. Bon, Mais pas que. Mais je pense que ce qui nous lie tous quand même, c'est l'humain, in fine. Parce que dans mon cas, l'identité, ça reste l'acteur de confiance, c'est l'humain. Je pense que demain, ce qui fait aussi pour vous le pouvoir, c'est de dire, voilà, c'est un matériau professionnel qu'on vous met à disposition, qu'on vous donne. Donc c'est aussi un gage de qualité, de sérieux, et la confiance vient de ce sujet-là, vient de l'humain. Donc même si on utilise beaucoup de technologie pour aller plus vite, la technologie est très bien pour aller très vite, et pour garder notre valeur ajoutée qui est dans l'humain, et pas dans aller faire de la paperasse pour faire de la paperasse. C'est là où je pense qu'on a un vecteur commun qui est l'humain pour avoir la confiance, et les technos pour aller beaucoup plus vite et casser certains silos qui aujourd'hui sont là parce que ça fait des années que c'est comme ça et on ne bougera pas. Un peu d'immobilisme, c'est avec ça qu'on vit, mais avec nos nouvelles technos, on peut casser des silos. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on met l'humain quand même au cœur. Malgré tout, ce qui est encourageant, c'est qu'on voit que certains de nos politiques, on peut parler de la région Île-de-France, qui poussent quand même pour que l'économie circulaire progresse. On voit avec un de nos partenaires, qui est Val d'Oise Numérique, qui pousse pour que nous ayons nos données sur leurs plateformes, qui sont les plateformes d'État. Hein. Et donc, on voit que ces acteurs commencent à se mettre en branle pour proposer des solutions vraiment aux administrés au final, et aux citoyens. Et on avait évoqué le sujet en préparant cette réunion, c'est est-ce que votre solution, qui est une solution qui fait sens puisqu'elle met en relation et elle fonctionne d'autant mieux que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, y compris bien sûr les autorités,
s'il n'y avait pas un enjeu pour que vous soyez mis à disposition, enfin que vous deviez un outil comme l'ADEME met à disposition des outils, comme les organismes gouvernementaux mettent à disposition des outils pour favoriser la création de cette data, parce qu'on voit bien que l'essentiel, c'est d'arriver à récupérer de la data. Toi, après, ça te permet aussi d'avoir de l'info, et au travers, pour avoir vu comment fonctionnait votre système, il y a quand même une identification des partenaires, hein, pour pouvoir donner, et quand on dit qu'il y a donner une sortie et analyser les différentes sorties, moi je me dis qu'au niveau européen au moins, on pourrait avoir des enjeux de création d'entités ou d'unités ou de produits qui soient, pour pouvoir les exporter, que les solutions soient faciles, il faut que les gens puissent y avoir accès facilement et rapidement. Et vous avez besoin de data pour pouvoir appuyer sur l'accélérateur. Accélérateur, c'est-à-dire pour que le système prenne vie de façon plus importante. Nous avons tout mis en œuvre pour qu'il y ait une certaine souplesse pour l'usager, c'est-à-dire que notre plateforme est disponible sur des tablettes, elle est disponible sur des téléphones portables maintenant. Donc vraiment, il faut que les acteurs du monde des chantiers s'en emparent et puis disent allons-y, progressons. On pense qu'en France, il y a toutes les conditions pour que ça démarre en France, avec une bonne vitrine pour le reste de l'Europe et du monde. Il y a un cadre juridique, un cadre réglementaire, il y a des grands acteurs, il y a des capacités d'innovation. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et donc notre volonté, c'est d'enlever tous les graviers qu'il peut y avoir sur le chemin pour que vraiment ça se mette en route. Effectivement, il faut une convergence d'acteurs qui ensemble aient envie de le faire. Donc nous, on est prêts, on réfléchit plus comme un bien commun pour dire mettons en place les conditions pour que ça fonctionne. Puis après, on verra où ça va mener. Mais il faut vraiment passer le cap et il y a toutes les conditions en France pour le faire. Toi, Céline, je sais que tu es déjà l'international, tu as déjà demandé de venir développer les applications chez eux parce que c'est rapide et c'est très efficace parce que c'est efficace tout de suite. C'est qu'il y a une demande. Il y a une demande et c'est une sortie immédiate. Et après, ce qui est intéressant, après, ça s'inscrit aussi. Et ce qui est intéressant, c'est sur l'Europe, là, ce que tu disais sur l'Europe, là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a une demande qui est partout la même. C'est qu'en gros, les gens, ils ont besoin d'augmenter leur pouvoir d'achat. Ça, tout le monde est victime d'une forme de crise économique un peu globale ou une limite de système. Mais donc, du coup, ils ont cette volonté. Et puis, en plus, ils ont toujours la volonté de vouloir agir économiquement. Mais alors, du coup, cette question d'Europe et d'unification d'Europe, c'est de manière législative. Alors oui, de manière législative, par exemple, dans le cadre de la loi AGEC, elle s'inscrit dans une loi européenne, donc la loi anti-gaspi, dans laquelle nous on s'inscrit par rapport au réemploi et l'économie circulaire de manière globale. Mais les éco-organismes, parce que je vois que c'était dans les questions aussi, oui, c'est quand même un truc franco-français. Parce que nous, on a 29, par exemple. C'est quelque chose où nous, on va beaucoup légiférer là-dessus, on va beaucoup légiférer sur les REP. C'est pas le cas dans tous les pays. Donc, comment ça s'applique, du coup, quand on a des modèles qui sont bâtis en France sur des modèles d'éco-organismes où on est soutenu par aussi des éco-organismes et comment on fait pour l'export, du coup, comment ça va se passer dans les autres pays. Il y a des vraies questions aussi là-dessus. Et puis, il y a et je pense que, comme on parlait des besoins, je pense qu'on parle beaucoup des solutions, mais c'est top. Mais, par exemple, il y a des vrais sujets qui vont se poser à nous aujourd'hui par rapport à cette question de matière. L'étalement du territoire. Si je prends les lotissements, c'est de la matière. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de les rénover avec des matériaux de réemploi et de pousser la circularité de certains matériaux pour les rénover, ou est-ce qu'il faudrait entièrement les démonter pour que ça participe à autre? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que vivre dans des lotissements dans le périurbain, c'est pas forcément intéressant dans le cadre de notre mode de façon d'habiter. Donc il y a toutes ces questions-là sur la matérialité, là on parle de circularité de matière physique sur le territoire, et une mode d'habiter par rapport à ça. C'est pour ça que je parlais des besoins de la matière, qui aussi sont des réflexions à intégrer à chaque fois dans ces questions de... ça ouvre de larges perspectives. C'est une question sur le marché. Oui. Et là, il y a un gros marché sur le recyclage des bâtiments de tertiaire, de bureaux. Aujourd'hui, on a le tertiaire et on a tous les lotissements des années 80-90 qui sont des passoires terre, enfin,
plus ou moins des passoires thermiques et ça. Et vous croyez, alors en 2050, 2080, vous croyez qu'on y arrivera ou pas? Bien sûr, on est là pour travailler, pour vous êtes sympa, je le verrai pour peut-être. nos enfants et petits-enfants et pour la planète. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour la qualité de ces échanges. Bien évidemment, on mettra les liens vers vos 3 structures et je vous invite vraiment à aller regarder ça parce que ça ouvre des perspectives. J'espère aussi que les entreprises prendront contact avec vous, Circle Chain, pour tester. Oui. Et avec aussi Cycle Zéro. Et pour les ECCN et les flux internationaux, allez les voir. Ça va vous simplifier la vie. Mais je sais que tu as déjà la chance d'avoir, notamment sur le secteur 3, la partie informatique, le secteur 3, c'est électronique, de grandes prises de contact et de commandes sur ça. Ici va s'achever notre premier atelier. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Alors, pensez-vous que la loi... elle est précise celle-là, je te laisse y répondre, parce que pourrait bien se remanier. Il y a plusieurs questions après. Écoute, Pensez-vous que la loi AGEC pourrait bien se voir remaniée justement à cause de l'Europe? Les travaux en ce moment en Europe vont s'imposer aux pays membres. La libre circulation des biens de l'Europe pourrait poser problème à la loi AGEC. On le voit sur l'infoterie. Ah oui, l'infoterie en ce moment. Est-ce que... qu'il y ait des problématiques sur la loi AGEC et qu'il y ait des remises en question potentielles, oui, c'est sûr. Et d'ailleurs sur les éco-organismes, je pense qu'à mon avis, c'est ça la référence. Il y a des vraies problématiques, mais après sur d'autres filières. Sur la filière BTP, il y a aussi il y a des vraies problématiques parce que je pense que tout le monde l'a vu que le CABAT, l'organisme organisateur, était tombé par rapport à ça. Qui avait quand même pour rôle de favoriser le réemploi en créant un fonds de réemploi sur ce volet-là. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des freins qui sont mis qui sont là. C'est pour ça que je pense que en effet là il doit avoir une volonté des acteurs pour le faire remonter auprès du ministère et puis pour aller plus loin aussi proposer je pense des projets de loi et par rapport à ces questions-là. Mais je vois bien certains organismes qui devraient porter ces sujets-là de lobbying, au-delà du geste d'or qui va s'en faire l'écho. Mais je pense qu'on va essayer de s'associer à d'autres organismes pour avoir un poids dans ces propositions de loi. On va faire une remontée auprès des sénateurs et de l'administration, mais on pourra voir aussi si on ne pose pas et on vous associera à ces réflexions. Et bien sûr, on interrogera les adhérents du Geste d'Or pour participer à ces réflexions, pour ouvrir. Parce que effectivement, là, on a invité 3 entreprises parce que ça permettait de poser le débat. Et ces 3 jeunes entreprises qui me semblaient aussi intéressantes de faire connaître aux adhérents du Geste d'Or parce qu'ils sont acteurs de l'immobilier, acteurs du bâtiment, ou investisseurs, ou bien d'autres, mais et que ça leur apporte des solutions, et qu'il y a des solutions pratiques qui existent sur armoire, donc allez-y, ce qu'on appelle sur étagère, allez-y, mais on porte ce point-là, et je pense qu'avant le forum de l'écoplanète de cette année, on essaiera de travailler un projet en ce sens. Je voulais vous remercier encore une fois, tous les 3. Merci à vous. Et vous souhaite écoutez, une bonne continuation. Et j'espère que vous reviendrez au moins nous dire, peut-être dans un an, comment on a évolué sur ces réflexions-là. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Et puis, on partage et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les faire passer sur le site du Geste d'Or. On y répondra avec plaisir. Bonne soirée à tous.